Bonsoir. Merci François. Je me présente, je m'appelle Chantal Nolot-Gantier. Donc moi, je ne suis pas philosophe, ni historienne, ni médecin. Je suis témoin. J'organise mon propos, je construis mon approche ce soir à partir de mon expérience effectivement d'infirmière, ayant pratiqué en hôpital psychiatrique jusqu'en prison, parce que c'est là où j'ai terminé mon exercice professionnel pendant 35 ans. Donc c'est un témoignage. Mais je construis aussi mon approche à partir de ma formation, inscrite au cœur des courants humanistes, et aussi à partir des valeurs auxquelles j'adhère, dont le respect, l'autonomie d'autrui dans la difficile tâche pour chacun d'exister au sein d'un groupe humain, surtout quand les places et les rôles de ceux qui en sont exclus, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur dignité, ne sont pas reconnus. Les fous ou les malades mentaux en font partie. Et je m'appuierai également pour cette intervention sur l'ouvrage que j'ai écrit en 2012, La folie n'est plus ce qu'elle était, qui est édité chez monpetitéditeur.com, qui aurait pu être sous-titré de l'asile à la prison, puisque j'ai commencé mon exercice infirmier en 1973, où c'était encore les asiles, et je l'ai terminé dans les prisons, et je ne me doutais pas qu'il y aurait ce retournement de conditions, d'approche et de soins des malades, pas tous, Dieu merci, mais de certains d'entre eux en tout cas. Voilà. Alors, en première partie, je vais en faire 4, et puis j'essaierai de laisser la place au débat, parce que je pense que c'est ce qui aura sûrement d'aussi intéressant que le reste. Je ne vais pas reprendre le concept de la folie, il a été bien décrit par François, sauf que par rapport au sujet qui nous intéresse, dire que la folie a quand même des représentations qui durent, puisque, en tout cas, elle est souvent assimilée à la violence, enfin, dans le sujet qui nous intéresse. C'est-à-dire que souvent, quand on dit de quelqu'un qu'il est fou, c'est quelqu'un qui a commis un acte qui nous semble déraisonnable, excessif, et qui semble hors du champ de la raison, de la compréhension, et qui génère des attitudes d'incompréhension, de rejet. Et souvent, en ce moment, on parle beaucoup de folie pour des actes criminels ou voilà. Donc on parlait de folie furieuse, et ce qui était avant la folie furieuse, c'est maintenant un peu la criminalité. Disons qu'il y a une espèce d'interpénétration, de collusion entre les termes de folie, de violence ou de dangerosité. C'est comme ça que cette représentation, certes, ça n'existe plus en termes de terminologie psychiatrique, la folie, mais ça reste une représentation quand même assez vivace dans les esprits. Mais il y a d'autres représentations aussi assez jolies, comme la folie d'amour par exemple. On dit qu'on peut être fou d'amour pour quelqu'un aussi, hein. Mais bon, c'était par rapport au sujet qui nous intéresse. Alors, donc la maladie mentale, alors maintenant, comment différencier la folie de la maladie mentale? La maladie mentale, en tant que description et reconnaissance médicale, apparaît très tard dans l'histoire de nos sociétés occidentales, au début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, notamment en Allemagne, avec Émile Kraepelin, qui publie son traité de psychiatrie. Donc c'est là où on entend parler du terme de psychiatrie. On entendait parler du terme d'aliénation, aliénation qui au niveau étymologique veut dire privation des liens. C'est ce qui fait l'essentiel de la maladie mentale, de cette incapacité qu'ont les sujets à communiquer avec autrui. Donc Émile Kraepelin en Allemagne,
Donc en Allemagne aussi, enfin en Autriche, Sigmund Freud, Bleuler, Meyer, Minkowski aux États-Unis. Et en France, les auteurs qui font référence à cette même époque sont Esquirol, qui écrit Les maladies mentales en 1838, Morel, Traité théorique et pratique des maladies mentales, et surtout l'aliéniste Philippe Pinel, que François a cité, et son infirmier Jean-Baptiste Pussin en 1802, donc qui abolirent les manières brutales de soigner les fous, qui étaient enchaînés et battus. Il a écrit le traité médico-philosophique de l'aliénation, donc en alliant les deux termes, le médical et le philosophique, ce qui était quand même une révolution à l'époque. Donc Philippe Pinel fonde la véritable naissance en 1802 de la psychiatrie par son geste illustre des chaînes qu'il enlève aux malades dans la cour de la Salpêtrière. Pour traiter, dit-il, c'est la première fois qu'on entendait ce mot de traitement, pour traiter, dit-il, les fous, il faut le faire avec douceur, gagner leur confiance, combattre l'objet qui les a affectés. Il parle à cette époque de remèdes moraux. Puis vint Charcot pour ses travaux sur l'hystérie à l'hôpital de la Salpêtrière, célèbre présentation de malades, où on voit que les manifestations de la souffrance psychique peuvent être liées à l'environnement culturel ou social, puisque ces personnes dites hystériques, manifestant des symptômes hystériques, se pâmaient, comme faisaient les femmes à cette époque-là. Elles se pâmaient, on donnait des selles, etc. C'était une façon d'exprimer, de somatiser en tout cas, hein, une difficulté psychique. Alors, Esquirol, lui, définit le malade comme un homme, le malade mental, comme un homme ou une femme qui a la conviction intime d'une sensation actuellement perçue, alors que nul objet extérieur propre à exciter cette sensation n'est à portée de ses sens. Donc il s'agit en résumé d'une perception sans objet, dont le seul sujet est persuadé de cette perception, pensée, où il dit même qu'il est agi par autrui, par une force supérieure, occulte, religieuse, politique, etc. Pour continuer sur ces quelques définitions, il n'y en aura pas beaucoup. Minkowski, lui, dit que fou, à cette époque, un peu plus tard, plus tard, fou veut dire fou et rien de plus, tandis que le schizophrène veut dire susceptible d'être compris et guidé par nous. La notion de perte de contact implique l'idée de la possibilité de rétablir ce contact. Une autre référence dont vous avez peut-être entendu parler récemment, c'est Georges Devereux, qui est un ethnopsychiatre qui a inspiré le dernier film de Desplechin, d'Arnaud Desplechin, Jimmy P. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film qui vient de sortir. Et ça retrace la relation de soins entre cet ethnopsychiatre et Jimmy P, qui est un Indien des plaines, qui revient complètement traumatisé de la guerre. Il était mobilisé en France à la Deuxième Guerre mondiale. Et Georges Devereux voulait utiliser un petit peu son savoir psychiatrique et ethnologique pour entrer en contact avec cet Indien, mais il s'est aperçu très vite que ça ne fonctionnerait pas, et il s'est attaché à privilégier la relation humaine, hein, et c'est le parcours dans ce film de cette relation entre Georges Devereux et Jimmy P, cet Indien. Donc les deux ouvrages que je voudrais citer pour développer cette introduction qui serait l'approche de la folie et de la maladie mentale. Donc François en a cité un qui est Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault, et un autre qui est très bien fait, c'est Histoire de la folie de l'Antiquité à nos jours par Claude Quetel. Alors maintenant, pourquoi ce titre ?
la folie et la maladie mentale entre soins et contraintes. Comme nous venons de le voir, la folie et la maladie mentale n'ont été réunies qu'assez récemment finalement dans leurs approches, ont fait l'objet de prises en charge beaucoup plus féroces qu'humanistes au regard de la souffrance des sujets. Alors, boucs émissaires des sociétés, de la raison et du pouvoir, les fous auraient-ils, tout au long des siècles, maintenant, encore maintenant, ça c'est une question qu'on pourra se poser, les fous auraient-ils purgé nos travers, les plus viles tendances existant au fond de nous, de tout temps donc le fou fut davantage contraint que soigné, assujetti qu'il était à ses démons intérieurs et en miroir à ceux de la société, aux organisations politiques et religieuses pas toujours éclairées, parfois arbitraires, déraisonnables, ou pire, attentatoires au respect et à la dignité de l'homme. Pourtant, et j'en reviens au malade lui-même, qui connaît la douleur de celui ou celle, malade et perdu, pris dans l'histoire de sa propre folie et dans celle de l'histoire du monde, commettant des actes qu'on dit irréfléchis, qui ne sont en réalité que des tentatives bouleversantes de prise de contrôle sur soi. Alors, dans les asiles psychiatriques tels que je les ai connus en 1970, perduraient ces pratiques asilaires faites d'isolement, de contention, d'abandon, de dénuement, d'arbitraire, d'abus et de soins, pas toujours consentis. Depuis l'ouverture des hôpitaux psychiatriques en 1838, les premiers hôpitaux psychiatriques, l'hospitalisation a toujours été encadrée par la loi. Alors, quelques repères sur l'évolution des soins en psychiatrie. Alors, je commencerai par 1800, sachant que ce qui s'est passé avant, c'est la Révolution française, quand même, 1789, et le 18e avec le siècle des Lumières. Et l'histoire que je vais vous raconter brièvement, c'est l'histoire de Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage. Je pense que vous l'avez vu aussi, François Truffaut l'a filmé. C'est un film de François Truffaut. Là, la question se pose de la cause des maladies mentales, parce que jusque-là, on a parlé de traitement, mais les causes, savoir si c'était inné ou acquis, n'étaient pas abordées, ni encore moins tranchées. Donc à partir de l'histoire de cet enfant qui a été retrouvé abandonné dans une forêt, dénué de langage, un enfant sauvage, la question s'est posée de savoir, est-ce qu'il est devenu fou, parce que c'est comme ça qu'il se présentait, parce qu'il a été abandonné, ou est-ce qu'il est abandonné parce qu'il était fou? Donc il y a la question de l'inné et de l'acquis qui s'est posée à ce moment-là, et le docteur Vincent Itard, celui qui l'a recueilli, a éduqué cet enfant qui a pu progresser. Bon, pas énormément, mais enfin il a acquis des bribes de langage, il a pu s'alimenter, il a pu accepter le contact. Il n'a pas vécu très très longtemps, il est mort assez jeune, mais enfin il y a eu les premiers principes d'éducation qui ont été mis, alors peut-être en digne héritier de Rousseau, hein, mais aussi ce débat sur la cause des maladies mentales fait aussi écho à d'autres questions posées sur ses origines, notamment par Voltaire, parce que sur l'origine des malheurs en tout cas. Voltaire a été très ému, et beaucoup de gens avec lui à son époque, sur, on dirait le tsunami maintenant, mais le tremblement de terre de Lisbonne. Ça devait être en 1756, je crois, quelque chose comme ça. Et Voltaire a dit, quand il a vu les gravures de ces... Enfin, il n'a pas vu les gravures des milliers de morts, mais en tout cas, ce tremblement de terre a emporté toute la ville de Lisbonne. Quand il a vu les gravures des enfants morts sur le sein de leur mère, il a dit « Dieu n'a pas pu vouloir ça ». Et il s'est mis... ça a été une révolution qui puisse dire ça. Donc c'est vrai qu'aussi, dans les causes de la maladie mentale ou de la folie, on invoquait aussi la raison divine.
que Dieu aurait pu être responsable ça aurait pu être une punition finalement. Voilà, ça c'est 1800. Donc en 1838, c'est la création des premiers hôpitaux psychiatriques. Avant, il n'y avait pas d'hôpitaux. Il y avait les malades mentaux ou les fous étaient soit traités comme des droits communs, emprisonnés, soit ils étaient confiés à des institutions religieuses, soit ils erraient, ils étaient déshérités, promis à une mort certaine. Et pour les personnes qui avaient des symptômes moins visibles ou gênants, on parlait beaucoup de l'idiot du village, ils restaient dans les familles, dans les villages. Alors, on a créé ces hôpitaux, mais on n'avait pas de traitement. Puisque, on va le voir, les premiers médicaments pour traiter la maladie mentale n'interviendra qu'en 1962. Donc c'est quand même assez récent. Mais de 1838 jusqu'en 1962, on parle d'un long 19e siècle, essentiellement les traitements étaient faits de techniques plus ou moins coercitives, du type de contention. Alors les camisoles, ça tout le monde connaît la camisole de force, les diètes, les purgatifs, les saignées. Alors à propos de saignées, je voulais quand même dire la cause des maladies, je ne parle pas des maladies mentales, mais des maladies quand même a quand même été abordée quand même il y a très très longtemps. Alors là, excusez-moi, je fais un bond extraordinaire en arrière, mais par Hippocrate quand même. Il faut quand même citer Hippocrate, 450 ans avant Jésus-Christ, qui lui parlait des humeurs, parce que là je parle du sang, lui parlait du sang, de la bile jaune, la bile noire, et de la lymphe. Et c'est vrai que dans le langage commun, c'est resté ça sur un peu, il se fait de la bile, donc c'est quelqu'un qui est anxieux, il est lymphatique, donc il est un peu comme ça, ou alors c'est un sanguin, ou alors on se fait du mauvais sang. Hein, donc c'est un peu resté. Et Hippocrate, c'est le père un petit peu de la médecine, et c'était une médecine douce quand même. Et voilà, donc je voulais quand même le citer parce que il s'était quand même attaché, lui, aux causes des maladies. Alors, pour en revenir au traitement qui était infligé, si j'ose dire, aux malades dans les hôpitaux, il y avait aussi les chocs électriques, les hydrothérapies ou autres bains d'eau glacée, l'opium ou la belladone à haute dose, les électrochocs, les comas insuliniques, la chirurgie du cerveau comme la lobotomie. Moi j'en ai connu beaucoup dans les hôpitaux qui avaient, entre les deux guerres, dans les années 1930-1940, subi cette ablation d'un petit morceau du thalamus et qui faisait que les gens étaient des légumes. Je pense que dans la vie, Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour ceux qui l'ont vu, c'est ça qu'a subi Nicholson, une lobotomie. Castration des aliénés, ablation des ovaires, enfin voilà, bon, j'ai quand même pas fait toute la liste, mais c'est quand même assez impressionnant. Mais l'enfermement restait le mode essentiel de prise en charge, aggravé par des conditions asilaires de ces hôpitaux isolés de la société par des hauts murs, avec des personnels sous-formés, les gardiens. Et Claude Quetel dit le maître absolu de l'asile, c'est l'asile lui-même, puisque l'aliénisme génère en tant que tel l'inhumanité des rapports entre les êtres hors de tout regard social. Alors, un autre bond important, 1962, après, comme je vous disais, ce long 19e siècle, oui, j'ai noté, je voulais quand même pas faire la litanie non plus des malheurs, mais quand même, il faut savoir qu'un peu avant 1945, des milliers de malades mentaux sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques, dont Camille Claudel. Alors après toutes ces conditions de vie dégradantes,
la découverte des premiers neuroleptiques par les professeurs Delay et Deniker. Le premier spécialité, c'était le largactyle, qui est suivi par d'autres découvertes, les tranquillisants, les antidépresseurs, sont vécus comme révolutionnaires et promettent de changer radicalement les soins aux malades. Permettent même à certains d'entre eux de sortir de l'hôpital, puisque avant, même moi quand j'ai connu ça, on rentrait dans l'hôpital, on y restait à vie, même des enfants. Moi j'ai connu, j'ai accueilli des enfants de 18 mois, les plus jeunes que j'ai accueillis 18 mois. 1 an et demi, il marchait à peine, il marchait. Donc ça permettait, ça donnait beaucoup d'espoir. Pourtant, cet espoir sera vite tempéré par la limite des traitements biologiques dits assez rapidement camisole chimique. Et Jacques Hochmann, un psychiatre, dit « L'aliéné furieux de naguère est transformé en masse de chair docile et sans initiative. » Donc en 1970, autre date importante, puisque c'est la création du secteur hospitalier. Là aussi, c'est un grand espoir, c'est une grande avancée qui vise la fermeture, en tout cas l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, avec la création, le fonctionnement de soins ambulatoires, de dispensaires, de centres médicaux psychologiques, avec le courant humaniste de psychothérapie individuelle et institutionnelle, la psychanalyse, l'ergothérapie, la sociothérapie, tous ces soins apportés aux malades. Ça pouvait, entre les années 70-80 que j'ai connues, ça pouvait s'apparenter à une véritable révolution. On ouvrait les portes, on traitait autrement, on s'adressait aux familles, à la cité, il y avait des groupes de parole aux employeurs, et pour promouvoir la prise en charge globale de la maladie en tant que autant biologique, psychologique que sociale. Dès 1980-90, cette décennie, j'appelle ça la crise, au décours, parce que c'est au décours de la crise économique, on s'aperçoit que ça coûte très cher et que l'évolution des mentalités, l'ouverture des esprits ne suivent pas. La maladie mentale fait toujours aussi peur, il y a des mouvements de repli de la population qui a tendance à ghettoiser les malades quand ils sont à l'extérieur. Apparaît la deuxième crise du pétrole, qui, mieux que les malades mentaux, peuvent se serrer la ceinture. Comme aux États-Unis, on fait des coupes budgétaires, on ferme des milliers de lits. En psychiatrie, on en a fermé 70 000, 80 000 lits. On n'équipe pas les dispositifs de soins à domicile, il n'y a plus de travail, donc plus de réinsertion. Et on s'affilie à la nouvelle description américaine des maladies mentales, qu'on appelle le DSM, qui ne retiennent que la symptomatologie les plus visibles, au détriment de la psychodynamie, ce qui faisait la particularité des soins dans les hôpitaux français, qui s'attache, cette psychodynamie, à traiter aussi bien le sens du symptôme que le symptôme lui-même. La psychanalyse perd du champ, et maintenant décriée d'ailleurs, et elle n'a plus voix au chapitre dans les hôpitaux psychiatriques. Donc les traitements biologiques refont leur apparition. À peine amorcé, le mouvement d'ouverture de la psychiatrie prend le risque d'un retour aux pratiques asilaires du XIXe siècle. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux, tandis que certaines pratiques asilaires se réinstallent. Alors la durée moyenne de séjour, alors qui était bien trop importante, parce que c'était quasiment la vie entière, mais qui était passée à plusieurs mois, s'est réduite à plusieurs semaines, plusieurs jours, et parfois une journée ou une heure dans les services d'urgence ou les centres de crise.
Donc les malades sont renvoyés chez eux quand ils ont un chez eux parce qu'ils sont très vite désinsérés, comme ils sont pris en charge de plus en plus tard et qu'ils sont sortants. Il y en a qui parlent d'externement arbitraire, on parlait d'internement arbitraire, maintenant on parle d'externement arbitraire. Ils sont sortants de plus en plus tôt, donc ils ne tiennent pas dans leur processus de soins, parce que c'est très compliqué, souvent ils ne sont pas consentants, on va en parler. Donc ils sont renvoyés chez eux, ou alors, parce qu'ils ont usé tous les réseaux sociaux, familiaux, eh bien, sont dehors, ils sont à la rue. Pendant ce temps, la demande ne cesse d'augmenter, explose même. Ce que nous avons jeté par la porte rentre par les fenêtres pour le plus grand bien des laboratoires au vu exponentiel de la consommation exponentielle des psychotropes en France. On est les champions du monde, je crois. Alors, à force de rejeter toutes les manifestations particulières des souffrances vécues à la lisière de la société, chômage, divorce, fatigue au travail, harcèlement, pauvreté, dépression, ainsi que toutes les douleurs intimes de la vie, un sentiment d'insécurité globale s'installe dans la population et produit de l'angoisse au centre de la société. Là réside le paradoxe. À force de rejeter ce qui dérange, autre chose se remplit du manque de traitement humain des situations difficiles et ça crée la peur de l'autre, de l'anxiété, du repli. Ça génère aussi de la violence. Pardon, je n'arrive pas à me relire, mais bon, oui, ça génère aussi de la violence et en panne d'explication sociologique qu'on attribue cette violence aux plus fragiles, hein, dont les fous. Je veux dire tous les marginaux, mais dont les fous. Alors, au dehors, on met de la psy partout, alors qu'en même temps, les hôpitaux psychiatriques contiennent plus qu'ils ne soignent. On le verra, il y a une augmentation de 86% des hospitalisations sans consentement, sous contrainte. Plus toutes les obligations de soins prononcées dans les tribunaux en matière de toxicomanie, de délinquance sexuelle. Alors, la décennie 90-2010, enfin la double décennie, les malades mentaux en prison. Alors, pourquoi tant de malades en prison? Les chiffres annoncés font état de 45% de la population carcérale qui souffre de troubles psychiques graves, dont 20% de psychose. Alors, les éléments de réponse, il y a eu, dans un premier temps, la modification de l'article 64 du Code pénal qui rendait irresponsable un malade qui avait commis des actes délictueux sous l'emprise de la folie, enfin sous l'emprise d'un trouble mental. Or, cet article a été abrogé à la faveur de l'article 64 maintenant du Code pénal qui responsabilise maintenant ces personnes qui avaient un trouble psychique au moment de l'acte. Dans son deuxième alinéa, c'est dit « La personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ayant altéré son discernement demeure punissable ». Donc, ce qui fait que ça a engendré, cette disposition légale a engendré, a envoyé beaucoup de personnes en prison. Il y a aussi que les UMD sont très peu nombreuses en France. Il n'y en a que 5. Les UMD, c'est les unités pour malades difficiles. Donc, des unités de soins fermées. Il y en a très peu, il n'y en a pas assez. Alors, donc, on l'a dit, manque de place dans les hôpitaux à cause des fermetures de lits et pas de suivi à la fin. Donc, il y a, à la sortie, il y a des risques d'errance sociale et de passage à l'acte délictueux. Alors, les juges en blouse blanche, je les appelle comme ça, parce que par manque de réponse sanitaire, les juges se couvrent en incarcérant des malades et jugés potentiellement dangereux. Et aussi, les psychiatres, appelés à la rescousse dans les centres pénitentiaires pour expertiser les patients, ne prennent pas de risques non plus parce qu'ils ne veulent pas être des auxiliaires de la justice et se prononcer sur la dangerosité potentielle d'un malade. Il peut dire s'il est malade, il peut dire s'il a besoin de soins, mais il ne peut pas dire qu'il va être dangereux.
Alors, il y a aussi, en fait, sociologique, la réprobation de l'opinion publique à chaque fait divers dramatique, relayé, hein, je ne dis pas instrumentalisé, mais relayé par les discours sécuritaires de certains politiques. Alors, pour mémoire, je le mets là, je pourrais le mettre ailleurs, mais il n'y a que 2% des criminels sexuels qui récidivent. Donc, c'est finalement très peu. C'est sûrement trop. Mais c'est par rapport à la peur, par rapport au discours que l'on entend, ça reste très peu. Et aussi dans les prisons, pour terminer ce chapitre, il y a les décompensations psychiatriques dans la prison eux-mêmes, c'est-à-dire des personnes qui sont rentrées dans les prisons qui ne présentaient pas de troubles, en tout cas pas tant ou bruyants, et qui les décompensent au décours d'une incarcération qui est une expérience de vie très, très violente, très dépersonnalisante. Voilà. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que le soin et qu'est-ce que la contrainte? Qu'est-ce qui fait ce lien complexe entre les deux, hein, puisque c'est le thème là, de notre exposé. Donc, les personnes malades ou souffrant de troubles psychiques se mettent en retrait dans leurs manifestations des codes comportementaux hors des normes. Elles s'immiscent dans leur silence ou alors elles soliloquent, elles parlent toutes seules, elles invectivent, elles proclament, s'agitent, mais dans presque tous les cas ne font pas de demande de soins. C'est là la particularité de la maladie mentale, c'est que le malade lui-même, pris dans la conviction de sa représentation, de sa réalité à lui, n'imagine pas qu'il est en décalage et qu'il ait besoin de soins. Il ne fait pas de demande de soins, d'où cette idée de contrainte qui intervient assez vite finalement. Alors face à lui, face à cette personne qui s'exprime assez bruyamment ou pas, hein, parce qu'il peut être mutique aussi, hein, la personne peut être mutique, alors, mais face à l'incompréhensible, la tendance est au jugement, au rejet, à la contention, voire à la contrainte pour tenter de canaliser, de normaliser ce que cet autre nous renvoie de sa folie. Qu'est-ce qui nous effraie à ce point pour fuir le trouble, le désordre, le fracas des êtres désorganisés qui nous bouleversent et peuvent menacer notre propre intégrité psychique? N'avons-nous d'autre choix face à la folie que de stigmatiser le fou? Alors, les représentations sociales, mentales de la folie que nous avons nous menacent-elles à ce point qu'il nous faut les expédier hors de soi? Alors, pour éviter le piège des sentences ou celui des réflexes qui nous font agir ou contre-agir à l'encontre d'autrui, voilà donc en quoi débute le soin. Donc avant de parler de la contrainte, je vais parler de qu'est-ce que c'est que le soin en psychiatrie, en tout cas moi tel que je l'ai pratiqué. Alors en français, on ne fait pas la différence entre traiter et soigner. En anglais, ils le font bien, ils disent to cure et to care. Donc le soin aux malades, c'est bien sûr le traitement, hein, c'est le traitement médicamenteux, c'est les techniques, différentes techniques de soins, mais c'est aussi et surtout, je dirais, le soin relationnel, le prendre soin. Alors, tel que je l'ai appris, vécu, pratiqué, on parle de la main invisible des soins infirmiers, consiste en cette disposition, intention à rencontrer l'autre autrement. Alors, pour soigner, il faut commencer par écouter, créer un climat de confiance, décoder sans jugement ni ressentiment, travailler ses propres limites internes et soigner ses propres angoisses. On est toujours dans l'interaction pour apporter du soutien, de la sécurité. Soigner, c'est aussi être à la bonne distance pour permettre l'avènement de la parole, du geste, du sentiment, de celui en souffrance qui nous fait face. Être à la bonne distance, c'est éviter d'être trop près dans la fusion
ou la compassion. C'est aussi éviter d'être trop loin, ce qui pourrait être une attitude de défense, de haine ou de fuite. Puis, une fois ce climat installé, il faut tenter de comprendre, de décoder, d'être ce moi auxiliaire qui permet à l'autre d'élaborer sa pensée afin peut-être de se la rendre intelligible ou d'en confier l'augure au soignant qui l'accepte. Se reposer sur le soignant qui offre une contenance. Le soin, c'est aller avec sagesse et déférence vers celui qui souffre dans la plus épouvantable des effractions humaines. Le délire, la transformation corporelle, la mélancolie, la persécution, l'hallucination. Comme je disais, la personne est vraiment persuadée des signes qu'elle ressent. Moi, j'avais un patient qui était persuadé qu'il avait des cafards sous la peau et qu'il était dévoré de l'intérieur par les cafards et qu'il les avalait et qu'ils étaient partout et il avait des visions et il était absolument terrorisé et persuadé de ça. Donc le soin, c'est créer les conditions d'une relation humaine fiable et soutenue dans un espace-temps nommé, respecté, suivi. Soigner, c'est créer du lien dans un cadre sécurisant pour tenter un mieux-être, pour qu'il devienne possible de restaurer les conditions de vie abîmées qui créaient la souffrance et le rejet du sujet. Le cadre, élément essentiel du soin, n'est pas un contrôle, un carcan, c'est un étayage, une restauration de l'organisation psychique défaillante. Ce sont des limites clairement nommées et posées pour que le patient se les représente, se les approprie, pour qu'il se structure. Ainsi, nous constatons que le soin se réalise au plus près des hommes et des femmes, mais aussi autour d'eux, dans leur vie socio-familiale, j'aime bien dire border le patient, lui apporter des limites, mais aussi l'entourer, le sécuriser, j'appelle ça la contention psychique. Juste une petite aparté, mais je trouve qu'il y a son importance, on en entend beaucoup parler en ce moment, sur la notion d'altruisme. À l'instar de, si nous donnons du philosophe et moine bouddhiste Matthieu Ricard, donc si nous donnons du crédit à la thèse selon laquelle la maladie mentale interfère avec le social dans son sens large, je proposerais bien aussi de prendre soin de soi, des siens, des autres, en tissant des liens bienveillants dans nos rapports sociaux, en témoignant de la considération pour autrui, en levant les écueils ou les tabous de la différence. Nous pouvons soigner au dehors, plutôt que de laisser se développer des poches de marginalité générant une possible violence. Nous pouvons utilement participer à la modification des représentations de la folie, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Et ce que dit Matthieu Ricard, j'aime bien, c'est que s'occuper des autres, ça fait aussi du bien à soi. Donc c'est pas perdu complètement. Alors la contrainte maintenant, qu'est-ce que c'est que la contrainte ? Et pourquoi peut-elle prendre le pas, voire entrer en collusion avec ce même soin? Alors la contrainte, c'est déjà le mode d'hospitalisation, c'est déjà la loi. Je vous disais, depuis 1838, l'hospitalisation en psychiatrie a toujours été régie par des lois. Donc la première, c'était la loi de 1838, qui était la première à l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, qui conditionnait le mode d'hospitalisation des patients, des personnes non consentantes. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, des personnes non consentantes, des personnes consentantes, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc il y avait ces lois encadrent le mode d'hospitalisation. C'était alors ce qu'on appelait les hospitalisations d'office. Enfin, ça a été le placement d'office au départ, voilà, placement. Après, c'était l'hospitalisation d'office. Et maintenant, j'aime bien, alors la dernière loi du 5 juillet 2011, qui a été promulguée après les deux événements, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement les événements de Pau et de Toulouse. C'est donc à la suite de ça que cette loi
sécuritaire a été votée, on ne parle plus d'hospitalisation d'office, on parle de soins, parce qu'on a voulu mettre les soins, c'est pour ça que là tout l'objet de notre question est fondé, parce qu'on parle de soins, mais à la demande des représentants de l'État. Donc, enfin, selon moi, c'est un peu une gageure de parler de soins à la demande des représentations de l'État. Donc, on ne dit plus placement d'office, on ne dit plus hospitalisation d'office, on parle maintenant de SDRE, hein, de soins. Donc ça, c'est l'émanation directe de la loi, de la dernière loi, qui régit l'hospitalisation des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques en France, 5 juillet 2011, avec une autre attribution, c'est que au bout de 15 jours d'hospitalisation, les patients qui sont sous ce régime-là doivent être vus en entretien par le juge des libertés. Et c'est le juge des libertés qui, avec les psychiatres, statue du bien fondé du maintien ou pas de la personne à l'hôpital. Alors c'est une expérience complètement étrange pour les malades, parce qu'ils sont emmenés au tribunal, ou alors il y a des visioconférences, ça se fait par la télé, alors des fois pour un malade un petit peu halluciné, et puis ça provoque des interdépendances entre le monde médical et le monde judiciaire, qui n'est pas très très bienvenu pour la conduite des soins. C'est pas seulement parce que ça pourrait heurter notre représentation à nous, mais c'est que pour la conduite du soin lui-même du patient, dont je disais qu'il est fondé essentiellement sur une relation de confiance, eh ben, ça n'engage pas à la conduite optimale du soin, quand c'est tellement réglementé. Et dans cette loi aussi, la dernière, il y a la création maintenant, ce qu'on appelle des UHSA. Ce sont des unités d'hospitalisation spécialement aménagées, c'est bien dit, mais c'est dans les prisons. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de malades mentaux en prison et que ce sont des conditions, alors là, de soins, j'y ai travaillé, on pourra en parler si vous voulez. Alors là, complètement inadapté, c'est le cas de le dire. Donc maintenant, il y a la création de ces structures. Donc ce sont comme des petits centres hospitaliers, mais services de soins, mais dans les prisons. Avec possibilité, on ne sait pas ce que va devenir cette loi, mais que des personnes jugées potentiellement dangereuses ou récidivantes puissent y rester toute leur vie. Donc qui échapperaient finalement au domaine de la peine pénale. Ce serait entre les deux, hein, c'est-à-dire ce serait entre l'hospitalisation ou l'incarcération à vie. Alors, ça c'est la première contrainte, donc c'est la loi. Une autre contrainte, ce sont les conditions d'hospitalisation elles-mêmes, avec les traitements médicamenteux lourds, le manque d'intimité, les chambres collectives, des services bruyants, l'isolement, le manque de visite, l'exiguïté, voire l'insalubrité des locaux, encore dans pas mal de services. Et les patients dits en service libre, même si ça n'existe pas, mais qui viennent se faire soigner, finalement vivent les mêmes conditions de soins que ceux qui le sont sans leur consentement, parce que tous les services sont fermés maintenant en psychiatrie. Tout est bouclé. Alors la contrainte, c'est aussi la contention physique. Donc je pense aux chambres d'isolement, avec leur lot de traitements injectables non consentis, bien sûr, d'entraves, les patients sont attachés sur des lits, dans des chambres vides absolument de tout mobilier, sans fenêtre, sans éclairage, avec des fois un seul pot de chambre au milieu de la pièce. Bon, dans les situations les meilleures, il y a des sanitaires dans la chambre, mais comme les patients sont attachés, il faut qu'ils attendent que les soignants viennent pour aller aux toilettes. Donc ils n'ont pas de sortie, pas de visite, pas de tabac, parce qu'il y en a qui fument beaucoup, donc ils sont sevrés un peu brutalement, pas de télé, pas de radio, pas de livre, enfin rien. Et comme les patients arrivent de plus en plus tard à l'hôpital, en situation de crise, déstructurés, donc je pense beaucoup de cas de polytoxicomanie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent qui sont vraiment en état d'agitation extrême.
Donc il faut contenir, évidemment, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y en a même plus de prévention, hein, de repérage, de prévention dans la population. Donc effectivement, ces personnes arrivent très tard en situation de crise, parce que maintenant on parle que de la crise. Hein, on ne peut exister que quand on fait des crises, autrement on n'existe pas. Et moi, j'avais dans un département français, je crois que c'est l'Essonne, il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques, et un de nos patients qu'on voyait dans un autre hôpital, il n'y avait que des hôpitaux généraux qui avaient passé des conventions avec des psychiatres, qui avaient un service de quelques lits. Donc un de nos patients, un des patients que je connaissais bien, schizophrène, avait compris, lui, que pour être pris en charge, il fallait faire des crises, mais comme c'était l'hôpital général, il faisait des crises d'appendicite. Parce que comme ça, il se disait, ben voilà, je serais pris en charge avec ma crise d'appendicite. En fait, c'était une décompensation psychotique, mais voilà. Donc, comme ces patients arrivent très tard, déstructurés en crise, dans une décompensation psychotique aiguë, les polytoxicomanies, des agitations maniaques, des paranoïas aiguës, des psychopathies. Alors ça, les psychopathies, c'est un gros paquet où on met un peu tout, hein, et n'importe quoi, tout ce qui fait du bruit. Le recours à la chambre d'isolement ou chambre d'urgence est assez fréquemment prescrit. Je me souviens d'un patient en prison que nous avions œuvré pour qu'il soit hospitalisé en service de soins psychiatriques parce qu'il était très discordant, il ne s'alimentait plus, il était prostré, et quand on l'a revu, il ne reste pas très longtemps, hein, quelques jours, il nous a dit qu'il voulait rester en prison, il préférait la prison à l'hôpital psychiatrique. Alors la contrainte, c'est aussi le manque de personnel en nombre et en formation, puisque, alors là, c'est de mon domaine, la spécialisation, enfin la filière des soins psychiatriques a été supprimée en 1992, donc les infirmières maintenant sont formées autour d'un tronc commun, soins généraux et soins psychiatriques, sauf que moi j'ai été formée avec 2800 heures de cours en psychiatrie. Dans le programme de 92, ça devait être 280, donc 10 fois moins. Et maintenant, je crois que c'est de 40 heures, je crois, dans le nouveau programme à peu près. Donc, et ça n'intéresse plus personne, puisque les infirmières ne sont pas formées, ce n'est pas valorisant du tout, elles ne veulent plus aller exercer. Donc, on recrute, les services recrutent, et j'ai beaucoup de respect pour cette profession, mais des aides-soignants. Donc, mais des aides-soignants qui n'ont pas la formation aux soins, hein, telle que j'essayais de vous le décrire tout à l'heure, qui requiert quand même une formation assez pointue. Voilà. Donc, et puis aussi, il y a la raréfaction des médecins psychiatres. Et on n'en trouve plus, ce n'est plus une filière, ce n'est plus une spécialité qui attire. Et dans quelques années, il y aura 40% des médecins psychiatres qui seront en retraite. Donc voilà, et la contrainte enfin, c'est l'idée que tout le monde se fait de la dangerosité des malades mentaux, alors que les passages agressifs aux pires criminels sont très rares en comparaison de la population générale. Ils ne doivent pas faire l'objet d'une quelconque instrumentalisation. Il ne faut pas faire d'amalgame, confondre la conflictualité sociale et la dangerosité mentale. Alors en conclusion, pour introduire notre débat, la folie puis la maladie mentale ont toujours véhiculé la menace d'un danger et leur perception est souvent négative. Entre l'éthique, la politique, le social, la collusion du soin et du pénal, la représentation de la folie a toujours été idéologique. Les avancées de la neuroscience ouvrent une autre idéologie de scientisme. Est-ce un progrès? Puisque maintenant, ce qui préside dans les soins, dans les traitements, c'est l'approche biologique, c'est les soins médicamenteux. Or,
on l'a vu, la judiciarisation de la psychiatrie révèle la mise en suspicion des savoirs au profit des règles techniques et gestionnaires où se profile en arrière-plan la nécessaire infaillibilité de la science. Or, l'homme est éminemment faillible. C'est bien ce qui nous préoccupe. Donc, les impératifs de sécurité et de rentabilité ont trop souvent présidé à la mise en œuvre des soins. Est-ce que les choses ont vraiment changé? Le sujet qui souffre disparaît derrière la norme. Il est doublement contraint. Il est d'abord contraint par sa propre structure mentale, puisque être malade, c'est subir une contrainte interne de l'appareil psychique qui le prive de sa liberté d'appréciation et de jugement, et qui le coupe de sa relation à autrui, et par le regard et le traitement social ensuite qui font de lui soit un bouc émissaire du désordre, soit un oublié ou un maltraité des systèmes de soins. Nous sommes sortis du Moyen-Âge, mais que viennent faire les cachots de la prison dans les soins aux malades? Comme s'ils étaient étrangers à eux-mêmes et à autrui, nous les renvoyons aux frontières de l'impossible. Voilà, j'ai terminé. Bon, oui, Jean-Luc? Oui, alors deux choses sur le spectacle, théâtre, qui parle des maladies mentales. Il y a bien sûr Soudain l'été dernier de Tennessee Williams sur la lobotomie, et également L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Oui, de Sachs. Américain. Olivier Sachs. Oui, Olivier Sachs. Enfin, c'est l'auteur du livre. Il y a l'auteur. Moi, je parle de spectacle fait par Peter Brook. Oui, mais le je parle du médecin. Je Le pense médecin que... qui a écrit le livre. Voilà, c'est ça. Oui. Partant d'une expérience personnelle de vie, le frère de ma sœur, schizophrène, se suicide. Père de 3 enfants, très sous traitement bien sûr, refuse de prendre son traitement et finit par se suicider. Cas, semble-t-il, assez fréquent. Et par quel traitement on pourrait imaginer, autre que chimique, on puisse inciter le malade à se soigner? Mais voilà, c'est la question. C'est la grande question qui nous préoccupe. C'est-à-dire, donc là, on l'a vu que la contention n'est pas une solution et vers quel péril, vers quel risque ça entraîne. Mais en même temps, par rapport à ces personnes qui refusent toute approche, tout soin, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il n'y a que le traitement humain, mais quand je disais on est faillible à tous les niveaux, c'est-à-dire on est faillible nous, on n'est pas tout puissant. Et peut-être faut-il déjà le reconnaître, qu'on ne peut pas tout. On n'est pas tout puissant. Et souvent, on a à trop vouloir faire, à être tout puissant pour régler, pour contenir, pour mettre le couvercle sur la marmite. Peut-être qu'on est trop empressé ou trop inquiet, trop angoissé. Quand je disais, il faut traiter aussi ses propres angoisses pour permettre qu'une relation, faire en sorte qu'une relation soit possible pour amener progressivement la personne à faire une demande de soins. Mais, je le répète, on est faillible. On est faillible. Et c'est vrai que le suicide... alors, il y a des auteurs qui disent que le suicide n'est pas psychiatrique, il est sociologique. Bon, ça, c'est une autre approche. Hein, mais c'est vrai que ce sont des failles humaines, narcissiques, pathologiques, hein, qui souvent des problèmes liés à l'histoire du sujet, à la question souvent de son identité ou de son hérédité. Ça peut être réactionnel aussi. Mais c'est très compliqué, effectivement. Et moi, je connais des personnes auprès desquelles on a pu intervenir dans des menaces suicidaires, d'ailleurs qui nous remerciaient après en disant « Vous m'avez sauvé la vie parce qu'il y avait eu des méthodes un petit peu de contention et qui pour autant ont rechuté.
qui 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, refaisait un passage à l'acte suicidaire. Donc c'est vrai que c'est un mystère. Le suicide, hein. Je ne parle pas de la maladie, maladie aussi, mais... Oui, à propos de la maladie, moi je me demandais, puisque vous évoquiez à juste titre la prise de psychotropes par une grande partie de la population dite non folle. Oui. Je me demandais à partir de quel moment on considère qu'on est fou. À quoi on voit une maladie mentale. Enfin, il y a des choses qui sont évidentes, mais quelquefois on peut être borderline aussi dans une vie quotidienne dite normale. Mais justement, je pense que ce qui, là où ça commence à, et c'est ça toute la question, c'est-à-dire c'est quand ça dérange, quand ça dérange quelqu'un finalement, parce que moi je connais des schizophrènes heureux, je veux dire qui vivent leurs images mentales, leur délire de façon tout à fait, je dirais pas tranquille, parce que c'est le début de la schizophrénie avec les idées de dépersonnalisation et de morcellement du corps, de dysmorphophobie, c'est très douloureux. C'est une angoisse terrible. D'ailleurs, ils se suicident beaucoup, les schizophrènes, dans les premiers mois de la maladie. Souvent, c'est dès les premiers mois. Mais et puis il y a aussi l'entourage qui est plus ou moins qui est plus ou moins tolérant, qui accepte. Il y a une acceptation, un niveau d'acceptation. Et c'est vrai que nos sociétés, c'est vrai, modernes, mais bon, moi ce que je dis, c'est que ça n'a pas beaucoup changé à travers les âges finalement. Donc ce que j'en dis des sociétés modernes, je ne sais pas si c'est ça. Mais il faut plutôt être compétent. Donc si on ne l'est pas, effectivement, peut-être qu'on est plus vite marginalisé, hein, et que ça signe un peu plus rapidement la question de la maladie quand on sort un petit peu de la norme. Hein. Donc, mais c'est une question de perception, de la perception du sujet lui-même, de ce qu'il dit et de ce que l'autre en reçoit. C'est dans l'interaction personnelle et sociale que ça se joue finalement, et que les limites de la norme, de la normalité, comme tu disais, et de la folie sont assez floues, et elles changent selon les époques et selon les lieux. Parce qu'on n'est pas fou en Afrique. Peut-être aussi selon le laboratoire. Parce qu'il y a un livre qui vient de sortir, oui, qui indique que le trouble bipolaire n'existait pas. Et il y a un laboratoire qui dit, tiens, j'ai un médicament, il faut que je fourgue. Donc il faut que je le mette, c'était pour le Prozac. Et avant, on appelait ça la psychose maniaco-dépressive. Et le trouble bipolaire, ils se dit, on va créer in facto une maladie mentale pour vendre le médicament. Donc se pose maintenant la question des laboratoires qui créent des maladies mentales pour vendre leurs médicaments. C'est ce que je parlais. C'est un livre qui vient de sortir. Hein, oui. Et je ne connais pas le livre, mais c'est à partir de la classification américaine, ou maintenant à laquelle on se réfère, c'est-à-dire que le DSM-3, c'est la classification des symptômes. Il y a le DSM-5 qui est en train de sortir. Voilà, et je pense que c'est à partir de la sortie de ce livre qui a multiplié le nombre de symptômes psychiatriques par 200. Hein, et à chaque ligne correspond un traitement. Donc d'où le boom un petit peu des laboratoires, effectivement. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire là de Sandrine Bonner, oui, qui a une sœur malade mentale, qui a fait un film sur sa sœur, et c'est terrible parce qu'on a l'impression, vraiment quand on regarde le documentaire, on a l'impression que ce sont les médicaments qui rendent cette jeune fille malade. Oui, non mais c'est vrai. Plus elle prend de médicaments elle le dit très bien, qui sont censés la soigner, plus elle plonge dans sa maladie. C'est très troublant comme film. Les médicaments, les neuroleptiques ont des effets secondaires redoutables. Redoutables. Alors ce qui est soignant aussi, c'est la parole. Oui. La parole est soignante, mais bien souvent, les laboratoires privilégient, et là, je reviens toujours aux laboratoires parce que c'est eux qui animent les hôpitaux psychiatriques, ils oublient que la parole est soignante. Et la parole est aussi soignante qu'un médicament. Je pense à un confrère qui m'avait dit, de toute façon, nous on donne des médicaments parce que les patients nous demandent des médicaments. Mais les patients, s'ils passaient par la parole, seraient soignés autant par la parole que par les médicaments.
sûrement. Le médicament est quand même utile dans les épisodes aigus. Parce qu'on ne peut pas entrer en communication verbale avec quelqu'un qui est trop pris par les hallucinations. C'est pas possible, le contact n'est pas possible. Donc parfois le médicament est cette béquille, ce palliatif qui permet quand même de sédater un petit peu les manifestations les plus douloureuses en tout cas. Parce que c'est une souffrance, hein, c'est pas parce que ça dérange, mais c'est parce que c'est une souffrance vraiment très très importante qui est méconnue, la souffrance psychotique. Moi, je voulais demander une chose. Vous avez parlé des gens qui sont sous la drogue. Est-ce que les personnes qui se droguent sont folles, ou tout du moins malades mentales, ou est-ce que c'est la drogue qui les fait devenir malades mentales? Alors, je ne suis pas médecin, mais là c'est pareil. Je crois que il y a des effets redoutables de la toxicomanie qui peut engendrer des comportements violents. Oui, Hein, on a des exemples. Je pense. Alors il y a des thèses ou des approches qui disent qu'il peut y avoir des décompensations schizophréniques sous cannabis. Oui. Bon, moi je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai qu'à la base, les jeunes ou moins jeunes, mais c'est de plus en plus jeunes hein, qui consomment. Et alors la moyenne d'âge, alors on va revenir sur la moyenne d'âge de prise de cannabis. Alors le premier verre d'alcool c'est 10 ans, la première cigarette c'est 11 et le premier joint c'est 12. Oui, Lorsque là, je reviens du ça, tribunal ouais. de Meaux, parce que j'avais un stage de sensibilisation au cannabis, et tous les jeunes, quand on les interroge, tous les jeunes disent on a commencé entre 12 et 14 ans. Maintenant, ils ont 20-25 ans. Alors, il faut savoir que, effectivement, il y a certains jeunes qui décompensent sur le versant schizophrénique, c'est entre à peu près une vingtaine de pourcents. Mais pourquoi ils décompensent? Parce qu'il y avait une sensibilité psychotique avant. C'est-à-dire, ceux qui ont un moi solide ne décompensent pas forcément. Or, faut pas oublier, et j'ai vu un article il y a la semaine dernière, où finalement ceux qui cultivent le THC, hein, ceux qui cultivent le cannabis chez eux, développent, il y a 3 fois plus de psychose cannabique en devenir, parce que le THC est plus fort. Donc, il va y avoir là une augmentation des psychoses cannabiques dans le futur. Par contre, il y a une étude néo-zélandaise qui a été effectuée, qui démontre aussi qu'au niveau de la prise de cannabis, on perd 8 points de QI. Il y a 8 points de QI pour les personnes qui prennent du cannabis entre les enfants entre 12 et 18 ans, par exemple 12 et 17 ans. Donc les 8 points de QI, on a effectivement des troubles somatoformes dus à la prise de cannabis, et effectivement il y a une entrée dans la schizophrénie. Alors au niveau des hospitalisations européennes, il y a 108 000 hospitalisations, c'est 25% d'hospitalisation en Europe dues à la prise de cannabis. 108 000 personnes. Hein, 108 000 personnes. Il y a 80 millions d'Européens qui fument du cannabis. Et le cannabis, et les consommateurs français, on est le premier pays en Europe consommateur de cannabis. Et quand tu dis que, entre quel âge t'avais dit 12-16 ans, oui. Est-ce que ce serait le même rapport entre une personne qui en prendrait par exemple de 30 à 40? Ou est-ce que c'est plus dangereux entre 30 et 40? C'est plus dangereux que c'est plus dangereux. Ah oui, ça c'est clair. Oui, Ah mais oui, complètement, est-ce que oui. c'est dû à une maladie mentale, le fait de prendre une Non, drogue? je Une pense pas. fragilité. Alors, une fragilité, ça peut être. Alors, ça peut être comme la première cigarette, ça peut être de la curiosité, ça peut être un entraînement, ça peut être une initiation, parce que c'est vrai qu'un rituel, un mode d'initiation aussi d'appartenance à un groupe, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de rituels d'initiation. Sauf que c'est traître, parce que ça peut créer... bon, il peut y avoir des angoisses, c'est vrai qu'on en revient à ce que vous disiez, il y a quand même un terrain, c'est-à-dire que certains jeunes, parce que c'est souvent des jeunes, parce que souvent la durée moyenne d'une vie, entre guillemets, de toxicomane, c'est 10 ans, c'est 10-15 ans, donc s'ils commencent à 12 ans, ils finissent à 22,
Si, J'ai rencontré quand même la moyenne. J'ai rencontré quand même Il y en des a qui- personnes. J'ai rencontré des personnes qui à 40 ou 50 ans continuent à fumer un joint. Les- Mais il y a, Oui, mais oui. ils mais continuent là, à fumer. je pense à ces jeunes qui me disaient, mais nous on prend du cannabis en ce moment, ils disaient ça cet après-midi, c'est parce que pour nous c'est une révolution. C'est s'opposer à la société et c'est notre révolution à nous. Et c'est un discours de C'est Je bien ne l'avais social. pas entendu, C'est bien mais social. c'est C'est un discours voilà, de ce matin. oui. Ça peut être une démission, oui. Voilà. Parce que vous dites que la France est le pays le plus consommateur de psychotropes. Oui. Alors pourquoi? au monde. Et ensuite, pourquoi quel pays pourrait donner exemple en matière de soins? Qu'est-ce qu'il y a Alors, comme modèle à l'extérieur, on va dire? alors, moi j'en connais deux, mais et je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais que je ne connais pas. Donc moi j'étais formatrice en soins infirmiers, j'accompagnais les étudiants infirmiers en stage de santé publique, donc en Angleterre et au Québec. Donc c'est deux modèles que je connais un tout petit peu. Donc en Angleterre, ce sont des familles thérapeutiques. Je ne sais pas si vous connaissez les psychiatres Lang et Cooper, l'antipsychiatrie. Puis il y a un autre là qui est très connu, qui est cinéaste. Enfin bon, ça va me revenir, excusez-moi. Donc eux, et c'est aussi valable dans les pays anglo-saxons, par exemple le ratio de prise en charge des malades mentaux dans ces groupes de soins, c'est quasiment 1 pour 1, c'est-à-dire un soignant pour un malade. Pareil pour les personnes âgées d'ailleurs, c'est marrant. Alors que... Comment? J'allais en parler. Oui. Vas-y, vas-y. Et en France, c'est 1 pour 10 ou 1 pour 9. Donc, vous voyez déjà, bon. Alors, le système anglais, j'aime bien parce que ce sont des familles thérapeutiques, ce sont des petites unités. Et au Québec, ils ont des programmes de prévention, d'éducation, d'autonomisation des patients et de leurs familles. Hein, je pense qu'ils font beaucoup de campagnes d'information et ils n'ont pas de tabou. Ils n'ont pas de tabou. Eux, ils nomment les choses. Ils font des programmes à la télé de santé publique qui sont très très développés dans le domaine de la santé publique et de la prévention au Québec. Mais je connais pas, je pourrais pas donner d'exemple en disant c'est là où on soigne le mieux et on consomme le moins. Mais pourquoi en France on consomme autant de psychotropes? Moi je sais pas si c'est le travail des lobbies Je pense que pharmaceutiques. Et pour les psychotropes et pour le cannabis, et ce que je vous disais, c'est on a ce qu'on achetait par les fenêtres, par la porte, rentre par les fenêtres, c'est-à-dire à force de ne pas traiter les petites douleurs intimes des gens, et ben les gens cherchent des expédients parce qu'ils n'ont pas de lieu d'écoute, de parole, de rencontre. Ce que tu dis, il y en a de moins en moins. Et il y a de lieux et de moins en moins de soignants. Il y a de moins en moins de soignants. Puisque cette distance que tu rappelles utile et nécessaire pour pouvoir soigner, ne pas être quelqu'un de trop proche, donc ne pas être de la famille. Oui, la famille ne peut pas soigner. La famille ne peut pas soigner. C'est impossible, même si on aime, on ne peut pas soigner. Puisqu'il y a de moins en moins de soignants, vers quoi on tend? Vers quoi on va? C'est ça, on va vers la médecine. Il y a des expériences, le il y a des expériences qui sont faites intéressantes. La réponse immédiate. Il y a de moins en moins de médecins. Par exemple, pour les drogues, il y a des expériences qui sont... qui les prescrivent. Hein, pour les drogues, il y a des expériences intéressantes à Bussy-Long, par exemple. Ah oui, par la fille de... Kate Berry. Oui. Et à la sortie du centre de Bussy-Long, par exemple, il y a un parrain. Et le parrain suit chaque personne qui a été intégrée dans Bussy-Long. Donc une forme de famille. C'est-à-dire que le parrain, pendant plusieurs années... C'est une famille thérapeutique, elle est anglaise, Kate Berry. Effectivement. Donc ça existe en France. Oui. Moi j'avais une petite question. C'est ce qui fait que en fait, tout ce débat est complexe. C'est qu'il y a plein de nuances à mettre dans les conversations. Et donc, par rapport, vous avez dit un truc intéressant par rapport au lien, à l'aliénation, qui est la privation de lien. Oui. Et donc moi, ayant un frère qui avait des tendances schizophrènes, j'ai constaté qu'il y avait effectivement une impossibilité de nouer des liens entre, que ce soit en dialogue ou en acte ou en quoi que ce soit. Est-ce que le fait de rétablir des liens serait pas parfois une occasion de rechute
et que ça instituerait pas une sorte de fatalisme par rapport Alors, à la maladie. Il ne faut pas le faire à tout prix. Effectivement, c'est pas mécanique. Hein. C'est pas bon, il y a pas de lien, donc j'en remets. Tout le travail, c'est d'amener la personne à être. C'est beaucoup d'écoute. C'est pas forcément. L'écoute, c'est déjà du lien, ceci dit, parce que l'écoute active. C'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de très fort. Mais effectivement, c'est pas en injectant du lien que qu'est-ce que vous dites, vous, ça va le faire rechuter. Ouais, voilà, enfin... Oui, c'est ça. Ouais, et c'est vrai, il faut faire très attention. Parce qu'après tout, la parole, le langage, peut-être que ça peut être douloureux pour l'autre, et peut-être des fois, il ne faut pas mettre de langage. C'est pour ça, moi, je parle d'écoute active, de respect, et puis d'attention à l'autre, parce que forcément dans un domaine, ils excellent. Parce que ce n'est pas toutes les parties du moi qui sont touchées dans la schizophrénie. Ce n'est pas des gens qui sont globalement malades à tous les étages. Il y a des parties très saines dans leur raisonnement, dans leur comportement. Et c'est à partir de là, je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'ils sont capables de développer, de faire, et sans angoisse, parce que quand je disais il faut traiter dans le soin sa propre angoisse, parce que souvent les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont hypersensibles et boivent l'angoisse des autres. Et je crois qu'il faut faire aussi ce travail-là sur l'angoisse, mais pas effectivement. C'est pas que si vous allez mettre du lien, il va retomber malade, mais parce que moi je pense que c'est bénéfique. Mais c'est pas mécanique, c'est pas on rajoute. Parce que vous parliez aussi de la légitimité à avoir un certain traitement et la contrainte, par rapport à la contrainte surtout. C'est que la personne qui est traitée se sent pas forcément, se sent pas qu'elle a besoin justement d'être traitée de cette manière. Et ça, je trouve que c'est super compliqué parce que est-ce que vous avez par exemple des patients qui légitimement ne penseraient pas avoir à bénéficier de ce traitement? Bien sûr. Oui, ok, donc il n'y a pas d'intermédiaire entre la vie familiale et l'hôpital psychiatrique. Non. D'accord, ok. Et c'est bien ce qui est très difficile. En plus, quand on parlait des effets secondaires des neuroleptiques, c'est toujours très douloureux dans notre pratique, dans la mienne en tout cas, pratique infirmière, c'est-à-dire de contraindre dans un premier temps, c'est pas nous qui contraignons, c'est une prescription médicale, mais nous on essaie quand même d'adhérer à la prescription médicale, parce que si on est dichotomique par rapport aux médecins, c'est des ordres contradictoires, et c'est encore pire, parce que justement le patient schizophrène réagit souvent sur deux registres de pensée. Et il pense une chose et aussitôt à une autre, en général le contraire. Donc ça fait conflit dans sa tête. Et c'est très douloureux, c'est très, très angoissant. Donc quand on a réussi, entre guillemets, à convaincre facilement ou pas une personne de prendre des traitements, les effets secondaires sont tellement difficiles qu'il est pas tellement enclin de continuer ce traitement. Parce que les effets secondaires des médicaments neuroleptiques, c'est un sentiment de vide, c'est-à-dire qu'il y a la coupure du délire, mais il y a une espèce de vide identitaire, émotionnel, abyssal, et ils ne ressentent plus rien. Et c'est absolument douloureux, quoi. Ils n'ont plus de libido, d'ailleurs, en général. Ça, ils s'en plaignent très vite. Et c'est très très difficile Mais c'est sur la durée que ça se joue, parce que les débuts de la maladie sont souvent très douloureux, mais il y a quelque chose, pas forcément lié au traitement, mais on espère aussi, et à la relation, qui fait que la courbe critique de la maladie, à un moment donné, se stabilise. Et peut même... Il y a même des améliorations justement dans ces zones d'autonomie ou de pensée propre qu'ont les personnes et qui peuvent développer. Moi, j'en connais un là, actuellement, il est assez jeune pourtant, 23 ans. Bon, sa mère est éditrice, ça a aidé un petit peu, mais enfin, il classe les partitions et il adore ça.
Ça reste plus de la canalisation, en Il est fait. très bien. de- Oui, quand même. D'accord. Quand même. Quand même. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des guérisons totales? De schizophrénie? Par exemple, une maladie. Parce que des guérisons totales de maladies mentales, oui, heureusement. Oui, oui, il y en a, bien sûr, bien sûr. Avec les... Il faut encore que le bon diagnostic soit posé parce qu'effectivement, peut-être qu'on a peut-être tendance à dire que tout le monde est schizophrène. Ça se trouve, c'est pas non plus une forme de schizophrénie. Donc, ça peut être un état délirant. Hein, donc, un état délirant est réversible. Hein, les bouffées délirantes, c'est réversible. Et il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle des psychoses hallucinatoires chroniques. C'est-à-dire qu'elles arrivent comme ça par un petit peu par épisode. Et entre les épisodes, il y a des longues périodes de calme, de tranquillité. Ah, Donc, c'est pas une guérison complète. c'est pas une guérison complète, mais ce sont des gens qui sont... Il y a des paraphrénies hallucinatoires fantastiques. Moi, je connaissais un monsieur, c'était un ingénieur, et il avait vraiment la présentation d'un schizophrène, sauf que lui, c'était tout à fait ce qu'on appelle la paraphrénie fantastique. Il ne fait qu'un... lui, il délirait par rapport au train. C'est-à-dire que il connaissait tout des trains, des roues, des vides, enfin, il faisait une obsession. Et par moments, son obsession était tellement envahissante que ça le gênait dans son social. Donc il venait faire une petite cure, mais à côté de ça, il a gardé son boulot, il était marié, il avait des enfants, enfin bon. Il faisait un délire sur les trains. Bon. On n'a pas utilisé le terme de démence. Y a-t-il une différence ou est-ce que ça... Alors la démence, c'est ce qu'on appelait avant la schizophrénie, ça s'appelait démence précoce. Effectivement, c'était abandonné ce terme parce que ce n'est pas, enfin je pense pas, hein, c'est pas... D'après moi, je vous dis encore, je ne suis pas médecin, donc s'il y a des médecins qui écoutent ma conférence, ils vont peut-être dire que je prends quelques libertés. Donc, mais en tout cas, on n'utilise pas en psychiatrie la notion de démence actuellement, mais elle a été décrite par Bleuler notamment. C'est lui l'auteur de la démence précoce, qui était la schizophrénie. Parce qu'elle survient très tôt, la schizophrénie, à 15-16 ans. Mais là, ce qui est difficile à soigner, ce qui est difficile à comprendre, bon, là, on parle de schizophrénie. Mais alors, dans la schizophrénie, il y a une part, moi, j'ai vu un patient il n'y a pas longtemps, la paranoïa. Il avait mis, alors c'est une partie de la schizophrénie, hein, c'est un autre rapport, mais là, j'ai vu ce patient, il avait mis dans la voiture de sa femme un micro, et il avait demandé à sa femme de mettre un traceur, pour savoir si sa femme avait un amant. Hein. Donc, mais quand on a un paranoïaque devant nous, il a juste un point de délire, mais il faut retrouver ce point de délire. C'est pas pareil que la schizophrénie. Hein. Dans la schizophrénie, le délire n'est non systématisé. Dans la paranoïa, il est systématisé. Et il part en général, c'est pour ça que c'est très compliqué. Ça survient beaucoup plus tard. Hein. C'est l'âge de survenue qui souvent fait le diagnostic. C'est-à-dire les personnes qui souffrent de troubles paranoïaques, ça intervient très tôt, très tard, 30-40 ans. Et c'est un délire paralogique, c'est-à-dire que c'est à partir d'un fait réel que la personne va échafauder un délire. Par exemple, si la voisine a des rideaux rouges, eh bien, c'est signe que. Mais la voisine a vraiment des rideaux rouges. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire mais c'est difficile entre structure et maladie, parce que tout le monde a une structure. Exactement. À tendance exactement. Parano ou autre. Exactement. Donc ça n'arrive pas au seuil de la maladie, parce que sinon tout le monde est malade si on veut. Non, mais c'est vrai que c'est une question de structure. Mais la structure mentale, oui. Alors là, la structure mentale, il y a une structure psychique, et on peut reparler avec Joss McDougall qui disait où se trouve la limite entre la normalité et l'anormalité. Entre le normal et le pathologique, oui, c'est ça. Normal et pathologique. C'est ce que tu as introduit aussi avec Michel Foucault, oui. Tout le monde est malade. On parlait d'autonomie. Et dernièrement, j'ai vu un article dans l'Union. C'est comme ça que j'ai su, tu sais. Ah bon, c'était dans l'Union? Ça a été noté, oui, bien sûr. Je ne savais même pas. Ça, c'est Claude Bousson, certainement. Alors, donc, je disais que tout le monde vieillit aussi, et que la vieillesse, il y avait justement une constatation de beaucoup de suicides des personnes âgées. Mais les personnes âgées, il faut voir comment elles vivent, elles perdent les liens. Et donc,
quand on n'a plus de lien, ben, je m'en rends compte, j'ai 88 ans, hein, je parle de personnes âgées, je la vis, la vieillesse. En ce moment, je suis sur une pente savonneuse terrible. Enfin, je suis là quand même. Et je continue à vivre et pas avoir envie de me suicider. Ça y est, tranquille. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris, parce que je ressens des tas de choses pour lesquelles j'ai quand même pas besoin d'être secouée, ni traitée, ni par la psychiatrie, ni par les médicaments. Mais les médicaments, il faut en prendre quand même pas mal quand on est âgé. Et bien souvent, là aussi, il y a des effets indésirables. Alors, vous savez, quand on souffre, etc., moi je comprends qu'il y ait certaines personnes qui ne peuvent plus souffrir. Et ça, c'est aussi un gros problème parce qu'on vit de plus en plus vieux et le traitement et la capacité d'encadrer, de vivre, soit en maison de retraite, soit chez soi, c'est pas évident quand on reste avec des enfants qui sont loin, qu'on est seul. Eh bien, croyez-moi, c'est pas facile à vivre, il faut avoir du caractère pour quand on sent qu'on ne peut plus conduire, donc on n'a plus d'autonomie, on ne peut plus non plus trop marcher, donc on ne peut plus faire ses courses. Il faut trouver des tas de solutions et il y a des gens qui le vivent très mal, qui n'arrivent pas. Non, mais il y a beaucoup de dépression, effectivement, chez fou, les personnes âgées. Et c'est quand même une population importante. Bien sûr, la jeunesse. La dépression, vous la classez dans les maladies mentales? La dépression mélancolique. Oui. Il y a un joli livre d'ailleurs, qui s'appelle Soleil Noir, qui parle de dépression. C'est Julia Kristeva. Oui. La dépression mélancolique, il y a deux formes de dépression, endogène et exogène. Donc la dépression qu'on connaît le plus, c'est réactionnelle, c'est-à-dire c'est les difficultés de la vie, ça peut être la mort de quelqu'un ou un problème au travail, etc. Mais la dépression endogène, c'est mélancolique et c'est... il y a même... Oui, il y a, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais les causes peuvent être génétiques aussi. Hein, c'est lié à la désespérance personnelle, sociale, mais il y aurait des causes, il peut y avoir des causes génétiques dans la mélancolie grave. Et je trouve, bon, moi je travaille aussi dans le domaine de la psychiatrie, mais je trouve que par rapport à d'autres domaines, quand on y arrive, en fait, c'est beaucoup moins cadré parce qu'il y a beaucoup de courants de pensée en psychiatrie, il y a beaucoup d'auteurs différents qui disent tout et son contraire, et en fait, pour arriver à trouver un fil conducteur ou pour arriver à avoir un avis, c'est quand même très difficile parce que c'est flou. Quelque part, c'est pour ça que vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai cité quand même peu d'auteurs. Dans ce que j'ai décrit du soin, j'ai bien dit que c'était de mon expérience. Et je crois qu'à un moment donné, c'est ça qui fonde la légitimité de la relation. C'est l'expérience et c'est la prise en compte inconditionnelle de l'autre, du sujet qui nous fait face. Je crois qu'il faut à un moment donné, comme on dit, c'est la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, le soin, c'est ça aussi. Hein, c'est-à-dire que là, il faut se concentrer par rapport à l'interaction avec autrui et laisser l'expression de l'autre et ne pas dire je sais ou vous devez ou je dois ou je peux. Souvent, la personne qui est malade, effectivement, il faut quand même des fois repérer. C'est soit elle ne sait pas, donc si elle ne sait pas, là il faut amener de l'information. Soit elle ne veut pas, soit elle ne peut pas, soit son environnement ne le permet pas. Donc il faut se poser les questions de savoir aussi si elle ne peut pas, nous on ne peut pas dire qu'on peut à sa place, sauf à être dans cette position thérapeutique, comme j'essaie d'expliquer, est un moi auxiliaire, mais dire qu'on n'est que auxiliaire, c'est-à-dire on propose une aide, un soutien, une structure au patient, mais pour l'aider à se repérer et à reprendre après son autonomie. Attention, on est dans l'accompagnement. On est dans l'accompagnement de l'autre. Parce que si on est dans l'aide sans faire la place de l'autre, ça ne marche pas. C'est l'autre qui doit prendre sa vie en main. Mais parfois, il faut aider. On est dans l'accompagnement, on est juste à côté. Oui, mais on ne peut pas faire à sa place. Si on fait à sa place, là, on devient le moi complet de l'autre et le patient ne peut pas avancer par lui-même. Par contre, si on accompagne, si on est juste à côté, le patient avance.
Et à un moment donné, on peut s'éloigner. Si c'est structuré, on s'éloigne pour que le sujet avance de lui-même. Mais on ne peut pas faire à la place de l'autre. Une petite question par rapport à ce que vous avez dit sur les heures de formation. Oui. C'est dû en général à des restrictions budgétaires ou ça vient d'où ce genre de réforme? Alors, qu'est-ce qui a présidé C'est comme... C'est une bonne question parce Il a que... une petite idée. En Oui. fait, la première réforme a été faite pour que les infirmiers puissent aller dans tous les domaines sans C'est ça. distinction. Mais à chaque fois, c'est la psychiatrie qui est un petit peu... Souffert. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que dans un groupe infirmier, la psychiatrie est toujours assez refusée ou Voilà. exclue. Au départ, c'était rendre un peu les lettres de noblesse à la psychiatrie en faisant un domaine médical comme un autre, infirmier comme un autre, donc sans discrimination, sauf que la discrimination, elle est encore plus criante maintenant qu'avant, puisque plus personne ne veut y aller. Et C'est c'est un quand même une domaine grande aussi qui spécialité, n'est il faut pas... connaître beaucoup de choses. C'est une spécialité. Moi, je milite pour la spécialisation du diplôme Ah oui, moi, les infirmier écoles en de psychiatrie. psychiatrie, d'infirmière en Parce que psychiatrie. c'est une véritable formation, c'est pas mieux ou moins bien qu'autre chose, mais c'est une formation. Mais si c'est une véritable formation et qu'il y a quand même des courants assez divergents en matière de littérature et d'auteurs, est-ce que ça rend pas un peu le cursus Bon, les trois légitime, courants, mais ils peuvent se compléter. C'est le courant psychodynamique, avec la psychanalyse. C'est le courant comportemental, c'est-à-dire on agit sur les comportements. il y a quand même des Et c'est le courant biologiste, c'est-à-dire le médicament. Donc c'est ces trois courants-là qui parfois, c'est des champs qui s'interpénètrent aussi. Je veux dire, l'un n'est pas forcément à exclure par rapport à l'autre. Ce que vous avez dit est vrai, la psychanalyse disparaît au profit des TCC, c'est-à-dire le courant Coutenceau. Troubles compulsifs. Non, de thérapie TCC. cognitive. Ah oui, les thérapies, oui, pardon, les thérapies cognitives et Les comportementales. TCC de Coutenceau TCC, oui, c'est et ça. qui se développe à vitesse grand V. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on est tout puissant. C'est comme vous disiez, il y a un symptôme, j'ai peur de l'eau, donc je me mets à l'eau. C'est ça à peu près, c'est du comportementalisme. Donc, admettons, c'est pour aller, je ne voudrais pas réduire votre question parce qu'elle est importante, mais c'est, vous voulez du lien, je vous en donne, et ça ne marche pas comme ça. C'est pas... Oui, Jean-Luc. Merci beaucoup, nous allons devoir rentrer. Ah ben, je vous en prie, mais on a peut-être fini d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Merci. Il y a peut-être encore des questions, on va rester 5 minutes, le temps que... Après, il y a une collation aussi. Ah, il y a une collation, je ne sais pas si vous avez Pour les le gens temps, qui mais... peuvent rester. Donc on peut peut-être prendre la collation et discuter... Voilà, on va tout conclure. Voilà, parce que ce sera peut-être un peu plus... Merci Ah, beaucoup.